Qu'il s'agisse de gestion de classe, de relations avec les élèves, avec les collègues ou avec les parents, j'ai à plusieurs reprises entendu des profs me dire dans des accompagnements « je n'ai pas de répartie » ou « je ne sais pas quoi répondre ». Et souvent, il y a des peurs associées. Peur qu'on ne m'aime pas, peur d'être méchante, peur de ne pas être comprise, peur de ne pas dire ce qu'il faut, peur que ça ne marche pas et qu'on ne m'écoute pas. Alors j'ai eu envie d'en parler dans un épisode de podcast. Et pour vous parler de répartie, j'ai invité Emmanuel Piquet, car je me suis dit que l'approche de Palo Alto et les flèches de répartie pouvaient nous éclairer. Je suis Émilie Lefatan, ex-prof des écoles devenue coach professionnelle et formatrice. J'accompagne entre autres les profs et les professionnels de la pédagogie à se développer professionnellement, à vivre des changements, à retrouver de la sérénité et du kiff au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne, on partage pour nourrir sa pratique et sa vie professionnelle. Alors si tu as envie de prendre un temps de recul sur ta vie de prof ou ta façon de travailler, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté cette invitation dans le podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, tu es thérapeute systémicienne, tu es maître de conférences à l'université de Liège et tu es formée et formatrice aussi de thérapie brève systémique, stratégique systémique, hein, tu vas me corriger, dans le courant de l'école de Palo Alto. Et l'un de tes sujets de prédilection, en tout cas celui qui m'a fait t'inviter ici, c'est l'apaisement des souffrances en milieu scolaire. Et pour cela, tu as créé les centres à 180 degrés chagrin scolaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus en quelques mots, notamment sur ce que c'est que cette approche de Palo Alto? Tout à fait. Donc, alors l'école de Palo Alto, c'est une école, de pensée, en fait, hein, qui est née dans les années 50 aux États-Unis avec, des gens très différents, en fait, en termes de discipline, hein, donc, à la fois des anthropologues, des psychologues, des psychiatres, voilà, qui au fond ont réfléchi à, ce qui faisait que certaines relations étaient, fonctionnelles, on va dire apaisantes, épanouissantes, voilà. Hem ce qui faisait qu'à contrario, d'autres relations étaient, tout à fait, heu, génératrices de souffrance en fait, parfois d'un côté, parfois des 2 côtés et au fond, tout leur travail à ces penseurs a été de réfléchir à ce qui faisait qu'on pouvait transformer une relation dysfonctionnelle en une relation fonctionnelle. Donc Paul Václavic, qui est un des grands penseurs et notamment diffuseur de cette école, disait au fond: «Nous ne soignons pas les gens, nous soignons les relations». Donc c'est ça en gros la pre alors c'est vraiment, très, très, c'est évidemment très résumé, mais l'autre chose qui est intéressante et qui d'ailleurs, y est corrélée, c'est que, c'est de la thérapie systémique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser plus au système. Donc au système, par exemple, prof-classe, au système, prof-prof, au système prof-inspecteur, au système prof-ministre de l'Éducation nationale. Toutes sortes de systèmes qui génèrent, plus ou moins des choses positives, en fait et donc l'idée, c'est de la systémie, c'est comment, au fond, on va aider les gens qui souffrent dans un système relationnel, hein, j'entends, pas dans un Bien sûr. système, organisationnel, donc dans un système relationnel, à modifier les règles du jeu de ce système. Parce que quand et ça, c'est aussi une des prémices de l'école de Palo Alto, quand on est, dans un système, quel qu'il soit, relationnel, on a un impact sur ce système. Et c'est hyper intéressant d'entrer du point de vue de la relation et de se dire que on a un impact dans ce système et qu'on a encore la main et le pouvoir d'agir, sur cette relation. Et en fait, on t'entend souvent prendre la parole, au sujet du harcèlement puisque bon, bah, c'est un des dysfonctionnements de certaines de ces relations, dans le système scolaire et à certains égards, je trouve qu'il y a aussi, des ressemblances dans ce que je t'entends dire en général la façon dont on peut traiter les situations de harcèlement, des ressemblances avec ce dont pourraient avoir besoin, les enseignants pour traiter aussi certaines relations et dans ce que tu viens de dire, on comprend que, ben, voilà, c'est, cette relation, c'est ces relations sur lesquelles on peut agir. Qu'est-ce que, la systémie de Palo Alto peut apporter, concrètement, aux profs dans, le traitement de ces différentes relations? Alors, heu
En effet, je pense que, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'enseignant, il est à la croisée de plusieurs relations, qui sont à fort enjeu, en fait, globalement émotionnelles, je dirais, Ouais. et même presque sociétales. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de, voilà, de très concentré là-dedans, de très condensé. Donc, il y a la relation, comme on le disait, avec la classe, et là, vraiment, je parle de la classe, c'est-à-dire cette espèce de masse, protéiforme, qui peut parfois être extrêmement problématique en termes de souffrance, hein, dans cette, interaction entre l'enseignant et la classe, dans les 2 sens, hein. Voilà, je pense qu'il y a des classes harcelantes, ou comme je pense qu'il y a des profs qui, à certains moments, voilà, peuvent, pour différentes raisons, être un peu, trop autoritaires, disons. Ouais, bon, bref, donc, il y a cette relation-là. Il y a la relation entre le prof et chacun des éléments de la classe, qui est encore quelque chose de différent. Il y a les relations entre enseignants qui sont pas forcément, toujours très simples, contrairement à ce qu'on pense. Moi, j'adore quand je peux, intervenir dans des établissements, aller demander si je peux prendre mon café en salle des profs. J'adore. J'adore parce que je veux dire, on a des scènes qui sont, extrêmement intéressantes, comme par exemple, mais ça m'est raconté, je l'ai pas vu, c'est pas passé devant moi, mais ça m'a été raconté plusieurs fois. Par exemple, ces enseignants qui disent, j'en sais rien, j'en avais une là dernièrement qui disait: «Donc moi, les 3e B, en fait, ce que je vais faire, je vais les enfermer dans un sous-sol du collège, je pense, et puis je vais tout bien scotcher de façon hermétique, je pense, parce que je ne vois pas ce que je peux faire d'autre pédagogiquement». Ce que moi, je trouve extrêmement drôle, même si c'est un peu violent. C'est évidemment une métaphore. Et là, elle me dit, et là, il y a une prof, mais c'est toujours un peu la même, quoi, en fait, qui la regarde et qui lui dit: «Ah, c'est marrant, avec moi, ça se passe super bien». Mmh. Ça, c'est de la violence entre enseignants. Ouais. Tu vois, par exemple. Donc, il peut y avoir des choses très dures, entre des binômes aussi de PE, il peut y avoir des choses, extrêmement compliquées à certains moments, notamment entre débutants et anciens, Mmh. voilà. La relation avec les parents d'élèves, c'est quand même un cauchemar, quand ça devient cauchemardesque, ça devient cauchemardesque, globalement. Moi, j'ai pas mal d'enseignants qui sont venus me voir parce que la relation, même si elle est très sporadique avec l'IEN, avait été vraiment catastrophique, presque traumatisante, en fait. Donc, et puis il y a aussi cette relation avec le monde, globalement. Enfin, je veux dire, moi, vraiment, j'ai une affection, tout à fait particulière pour le corps enseignant, qui, vraiment, j'ai aucun mérite pour ça. C'est parce que je suis fille d'enseignant, doublement, donc je ne peux que les aimer. Je sais ce que c'est, au fond, que d'être extrêmement mal, dans ce métier-là. Je sais ce que c'est le dimanche soir, le la boule au ventre, d'y retourner. Je sais aussi, évidemment, les choses magnifiques qu'il peut y avoir, hem, mais les enseignants ont plutôt mauvaise presse. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon secteur de la conférence, des conférenciers, vraiment, les conférenciers disent: «Non, mais je ne suis pas disponible du tout pour cette réunion pédagogique de rentrée», parce que c'est pas un public facile. Parce qu'ils se prennent plein de choses tout à fait, problématiques de mon point de vue. Et donc moi, il m'arrive, au fond, d'outiller des enseignants, notamment, vers le mois de décembre, quand ils partent, pour les repas de Noël, pour savoir quoi répondre, à l'oncle, acariâtre qui est acariâtre, qui dit: «Tu as déjà combien de semaines depuis la rentrée là, de vacances?» Enfin, je veux dire des choses, insupportables. Donc je trouve que vraiment, c'est pour ça que, vraiment, l'école de Palo Alto peut les aider, à ne pas se rigidifier, en fait, en réalité. Parce que un des gros problèmes des enseignants, je le redis, que j'aime d'amour, c'est qu'ils ont une espèce de tendance à se rigidifier assez rapidement, et je leur dis souvent: «Quand vous sentez dans vos reins que vous êtes en train de vous rigidifier, que ce soit par rapport à une classe ou à un parent d'élève, dites-vous que vraisemblablement, il va falloir faire un virage à 180° en effet, parce que vous êtes en train de vous tendre, et quand vous vous tendez, vous vous transformez en une espèce de statue de verre, qu'il est extrêmement facile, avec une pitchounette, que je viens de mimer alors que nous sommes dans un podcast qui est ridicule, donc une pitchounette simplement, ils peuvent vous faire exploser, en fait. Donc Mmh. l'école de Palo Alto permet, au fond, de redescendre, en fait, de ce genre d'escalade, en fait, pour reprendre un peu d'oxygène et un peu de souplesse. Rien d'autre que ça, hein, c'est pas non plus magique, mais ça peut, permettre de retrouver un peu de souplesse, ouais. Oui, et puis c'est peut-être que ça, mais ce ça, il y a pas, il n'existe pas, il y a pas d'espace, il y a pas de lieu dans lequel on peut s'offrir, ce petit temps de recul pour faire ce virage, à 180°. Et justement, puisque tu en parles maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que c'est que ce virage à 180°? Alors, en fait, c'est vraiment, ce que les penseurs de l'école de Palo Alto ont mis en exergue de façon absolument incroyable de mon point de vue, enfin, au niveau de l'esthétique, intellectuelle. Hem,
c'est qu'en fait, ils ont dit: «En fait, on se rend compte très souvent que, c'est précisément ce que les gens mettent en place pour résoudre leurs problèmes qui non seulement ne les résout pas, mais les alimente, voire les aggrave». Heu et donc ça, c'est quand même majeur comme découverte parce que du coup, c'est ce qu'il faisait dire encore une fois, à Paul Václavic: «Le problème, c'est la solution». Mmh. Et au fond, ça veut dire qu'on est beaucoup dans un certain nombre de cas à faire un peu plus de la même chose, toujours un peu dans le même sens, même si ça prend des modalités créatives, différentes, au niveau tactique, mais on est Mais toujours dans finalement, cette c'est la même stratégie qu'on amplifie, exactement, mais qui reste la même exactement. stratégie. Et surtout avec la même intention, en Mmh. fait, hein, qui est souvent une intention tout à fait vaine, comme par exemple vouloir une classe silencieuse, qui est quand même étonnant comme objectif. Je ne comprends pas ça, et donc ça crée des espèces de oui, des espèces de redondances, tout à fait douloureuses parce que, parce qu'à chaque fois l'objectif, n'est pas atteint, hein, avec un peu plus de fatigue, un peu comme si, on était un hamster à courir dans une roue, et je trouve que vraiment les enseignants sont très symptomatiques de ça. Parce qu'en Ouais. fait, les enseignants sont souvent d'anciens bons élèves, donc là, j'ai toujours les profs de PS qui me disaient: «Bah, non, bah, d'accord», mais enfin, globalement, quand même, les les enseignants sont quand même d'anciens bons élèves qui pensent que, de façon très rationnelle, quand on fait quelque chose bien, on obtient un résultat, quoi, hein, et c'est pas vrai, en fait, parce qu'il y a des fois où, même si on a l'impression de bien faire, on est en train de faire, enfin, ouais, je le redis, quelque chose de très vain qui est notamment d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Et donc le virage à 180°, ça consiste, au fond, à identifier ce qu'on a donc déjà mis en place, à en sortir la substantifique moelle, c'est-à-dire, comme on disait, le mouvement global dans lequel, s'inscrivent toutes ces tentatives, vaines, et une fois qu'on a ce mouvement global, de réfléchir à comment on pourrait faire exactement l'inverse. Exactement l'inverse, et donc ensuite on concrétise en effet avec l'enseignant comment il pourrait faire exactement l'inverse. Donc c'est compliqué, mais souvent, en effet, les patients, que ce soit des enseignants ou d'autres, hein, quand ils viennent nous voir, ils nous disent en substance: «J'ai tout essayé», hein. Ça, c'est vraiment Ouais. un mot des enseignants. «Moi, j'ai tout essayé avec cette classe». Bah, compliqué, tout essayé. Heu et da donc sauf l'inverse, hein, bien entendu. Oui. Mais ce qui est très mignon, c'est qu'ils disent: «Et là, vraiment, j'ai l'impression d'être dans une impasse». Et donc moi je leur dis: «Ben, on va faire demi-tour du coup, en fait». Parce que moi dans une impasse, je sais pas faire autre chose que ça, en fait, surtout quand on se cogne la tête, contre ce mur de cette impasse, voilà, avec de plus en plus de souffrance et d'épuisement. Donc c'est ça le virage à 180°, c'est faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent, et qui visiblement n'a pas fonctionné. Mmh. Bah, moi, en coaching de prof, souvent ce qui revient et ça me fait penser ça fait un lien avec ce que tu disais, c'est, quand on est dans cette impasse, le fait de se sentir dans cette impasse et notamment au niveau de ce qu'on a à dire et comment on pourrait le dire et donc sur le sujet de la répartie, souvent, j'ai des profs qui viennent me voir et qui me disent: «Mais en fait, j'ai pas de répartie» et que c'est ça mon problème. C'est parce que je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire quand, un élève est en retard. Je sais pas quoi dire quand le collègue me fait cette petite remarque soi-disant anodine mais qui ne l'est pas. Je ne sais pas quoi dire quand les parents, viennent me dire telle ou telle chose qui génère de la culpabilité, chez moi, par exemple et ça m'interroge parce que je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que cette répartie que tout le monde, dont beaucoup pensent manquer et quels sont les facteurs qui pourraient, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Comment on pourrait outiller, les élèves, n'importe quoi. Comment on pourrait outiller les profs, pour gagner en répartie? Et est-ce que c'est le bon terme finalement? Oui, c'est une excellente question parce qu'en réalité, moi je pense que quand on est dans une, situation émotionnellement, submergente, on n'a pas de répartie. C'est quand même assez global. Ça n'est pas lié à un trait de personnalité, c'est lié à un état émotionnel, en fait. On est un peu plus ou moins, mais je veux dire, même si c'est un tout petit peu, tétanisé, on n'a évidemment pas tellement accès à notre cerveau parce qu'on est là et on comprend même pas, ce qui vient de se dire, en fait. Hem et puis si en effet on est saisi par de la colère, on a peur de dire quelque chose qui serait trop violent, en fait. On n'a pas forcément envie de sortir tout de suite le bazooka, hein, en tout cas pas donc du coup, je pense qu'en effet, plus que la répartie, comme tu l'as parfaitement analysé, je pense que c'est plus intéressant de se poser,
et de se dire: «OK, donc avec, ce collègue-là, avec cette classe-là, avec ce parent d'élève-là, je suis dans un problème», hein. C'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit une seule fois, parce que sinon l'école de Palo Alto, en tout cas, n'est pas opérante. OK. Il faut vraiment l'école de Palo Alto, elle vient résoudre des problèmes. Mais pour qu'il y ait problème dans notre acception à nous, hein, il faut qu'il y ait souffrance, évidemment, mais ça, des difficultés peuvent aussi générer des souffrances. Le problème, ce qu'il a en plus de la difficulté, c'est que on a essayé pas mal de choses pour tenter de le résoudre et c'est précisément ce côté enquisté, Mmh. voilà, amplifié un peu qui nous fait souffrir. Donc pouvoir se poser et regarder ce qu'on a tenté de faire, chaque fois que cette personne, voilà, nous mettait en difficulté, nous taquinait, nous attaquait et cetera, et se dire donc visiblement, ce que je fais, c'est-à-dire rien, par exemple dans ce cas-là, c'est-à-dire j'attends que ça passe ou je fais comme si j'entendais pas ou j'en sais rien. Enfin bref, il faut vraiment identifier ce que fait la personne. Alors à partir de là, on va commencer à réfléchir, non pas à ce qu'il pourra dire la prochaine fois, mais à ce qu'il aurait déjà pu dire là. Donc déjà, c'est une forme d'entraînement en fait ça Ouais. de se dire: «OK, à 180°, ce serait ça». Donc la répartie, c'est-à-dire dire quelque chose pour faire changer l'inconfort de côté, ça c'est, adapté lorsque ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est, se recroqueviller, ne rien dire ou dire, gentiment: «Arrête». Là, c'est la répartie un peu cinglante, c'est un 180°. Mais il y a des fois où c'est pas du tout ça qu'il faut faire, en fait, hein, Mmh. pour que la relation s'apaise, quoi. Mais parfois, Ouais. ça peut être en effet, de la répartie. Alors, je pense qu'une répartie enfin, comment dire? Par rapport à ce fameux manque de souplesse, dont on parlait et qui est parfaitement logique, hein, c'est pas du tout un reproche, hein, c'est que quand on est en permanence enjoint de façon paradoxale, on devient, rigide, en effet, hein, globalement. Donc, tout ça est parfaitement logique. Mais, hem, ce que je crois, en fait, par rapport justement à cette souplesse retrouvée, c'est que un vrai 180°, c'est arrêter de monter en escalade symétrique avec les classes ou avec les élèves ou avec les parents d'élèves. C'est-à-dire que, globalement, ce qu'on constate quand même dans les relations qui font souffrir, les enseignants, c'est que, bah, ils commencent à essayer de vouloir, bah, remettre le calme dans la classe, par exemple, par rapport à un gamin un peu leader, un peu, ambianceur, on va dire. Et du coup, le gamin se rebelle un peu plus parce que c'est quand même hyper marrant quand même d'entrer en escalade avec un prof. Là, le prof monte un peu plus, puis l'élève monte un peu plus et là, à un moment donné, ça explose. Soit parce que en effet, l'enseignant perd le contrôle, en se mettant à hurler environ le gamin, mais en fait, il perd là, l'enseignant quand il fait ça. Ouais. Il perd parce qu'il a perdu le contrôle et que donc il perd en légitimité, en fait, hein, d'une certaine manière. Heu, souvent l'élève ça va, hein, lui, il part en il part en vie scolaire, ça va et en fait, je pense qu'un vrai virage à 180° dans un certain nombre de cas, c'est d'aider les enseignants à rester en bas, en fait. Ça veut pas dire, manquer d'autorité, ça veut dire laisser faire, Ouais. mais ça veut dire ne plus faire le plaisir à ces élèves, ambianceurs, de monter sur leur échelle, quoi. Moi, je leur dis: «Imaginez que ce gamin-là, c'est un peintre en bâtiment et donc quand il arrive dans votre classe, il a une échelle avec un bleu de travail et il se dit: "Tiens, je vais mettre l'échelle et puis là, je vais le voir monter et puis moi, je vais le faire monter, le plus possible, quoi"» et donc je travaille avec eux à comment rester en bas de l'échelle. Ça, c'est un vrai virage à 180°, je trouve, dans un certain nombre de cas. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait penser à une anecdote personnelle, ce que tu me dis, quand j'étais au collège, on avait entrepris, le projet d'enrager notre prof d'allemand en lui lançant des petits claques-doigts sur le tableau et de lui faire peur et en fait, elle s'est cachée sous le bureau et finalement elle est ressortie en souriant, en nous manifestant le fait que: «Oh, bah, qu'est-ce que vous êtes drôle, c'est vraiment très marrant». Elle a continué son cours et du coup, ça Exactement. nous a séchés et on a continué le cours et c'est pas allé plus loin et effectivement, si elle avait, hurlé, on aurait obtenu en tant que collégiens, ce qu'on avait voulu, Exactement. mettre en place. Voilà, parce que juste derrière, évidemment, quand en effet il y a explosion comme ça, il y a évidemment, «C'est abusé monsieur, moi j'ai rien fait, je sais pas pourquoi, nin nin» et qui avec toute une cacophonie Complètement. qui se met en place, évidemment pour, éviter que le cours reprenne. Donc, c'est très dangereux en fait Ouais, de monter en haut de cette échelle, et en même temps, on a vraiment envie de monter, hein. Je veux dire, je sais ouais, pas, je comprends l'envie, mais je les aide au fond à se mettre moins en danger, par exemple, dans ce genre de situation. ouais. Et du coup, pour se mettre moins en danger, est-ce qu'il y a, un état d'esprit à adopter, une pensée à avoir à ce moment-là ou qu'est-ce que tu conseilles? L'échelle, l'échelle, le bleu de travail, le peintre en bâtiment. Il faut se dire donc là,
Là, il va essayer de me faire monter, regarde comment je monte pas. Donc alors après, on peut vraiment le décliner à l'envi, c'est extrêmement intéressant parce que, moi, j'ai un peu fait un listing de ce que j'ai eu en en analyse de pratique, des enseignants, ou en consultation et ils sont quand même super créatifs à certains moments, surtout quand ils sentent qu'il y a quand même, quelque chose d'assez, voilà, d'assez rigide, heu et donc par exemple, je prends un exemple tout simple que tu connais, évidemment, mais le jeu de l'autruche, par exemple, qui est quand même un jeu, vraiment assez fin parce qu'en fait, il y a à un moment donné quelqu'un qui donne un signal dans la classe et tout le monde met sa tête dans son sac comme s'il cherchait, une trousse. Ce qui fait que l'enseignant se retrouve devant une classe sans tête, il y a plus personne. Ce qui est assez oppressant en fait, dans un premier temps et donc évidemment, là le risque c'est de dire, «Toi tu me donnes ton carnet» et tout ça et là donc évidemment, celui à qui on demande le carnet, il dit: «Mais madame, je cherche un stylo, c'est trop abusé» et tout ça et du coup et du coup là on crève enfin et c'est en effet assez juste que comme tout le monde l'a fait, enfin c'est un peu impossible en fait, hein, de sortir de cette, situation et donc je trouve que ce qui est très intéressant à 180°, par exemple, c'est quand ils font ça, la fois d'après, de rien dire et de dire: «Le premier qui, se relève ira à la vie scolaire» Voilà, et là, quel la est plupart qui du temps, ils croyait sont prendre? coincés en bas et donc on corrige des copies pendant ce temps, hein et puis quand il y en a un qui se lève, il va à la vie scolaire et là, je trouve que c'est ça, en fait, le virage à Mmh. 180°. C'est vraiment se dire: «Je vais jouer avec vous», parce qu'au fond, moi aussi, je peux me marrer, hein, c'est quand même assez drôle. J'avais, un cas d'un enseignant, à qui les élèves avaient c'était à l'époque où il y avait encore des tableaux noirs, avaient complètement, mis de la craie partout, en fait. OK. Vraiment, entièrement donc la première fois, il avait vraiment pas su quoi faire. Il en avait envoyé certains à la vie scolaire, il avait hurlé, il avait dit: «C'est vraiment vous êtes insupportables», donc ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient et la fois d'après, en fait, ce qu'on avait décidé, c'est que, heu, pour les donc il écrivait pas du tout au tableau, donc il disait: «Je vais faire mon cours plutôt à l'oral, je pense que c'est mieux pour vous». Puis j'écrirai quelques petites choses, mais vraiment les choses les plus importantes et il écrivait sur la craie, en fait. Il disait: «Ça, c'est hyper important, hein, pour le devoir de la la semaine prochaine» et donc c'était absolument illisible et il avait fait un tout petit carré pour dire, pour noter juste la date du jour, en fait, hein, juste pour les agacer. Donc c'est ça, en fait, rester en bas de Ouais. l'échelle. C'est rire d'eux, un peu, mais aussi avec eux parce que, comme tu le racontais très bien dans ton anecdote, à partir du moment où on rit avec eux, ils ont plus envie de nous faire monter à l'échelle, en fait, hein. Mmh. Mais ça demande une très grande Oui. souplesse. Ouais, ouais, de la souplesse, de la créativité, de la maîtrise de soi aussi et juste, la capacité sur le moment à pas vouloir peut-être, réagir vite. C'est peut-être ça aussi le piège de la répartie, c'est de se dire: «Faut que je trouve vite un truc et que je dise un truc maintenant» et donc du coup, c'est là aussi qu'on se dit: «Ben, j'ai pas de répartie parce que j'ai pas trouvé quoi dire». Tout Alors à que, fait. parfois peut-être que, une des pistes, c'est de pas forcément se précipiter et de prendre ce temps stratégique, hein, ça va bien du coup avec, le nom du courant, mais ce temps un peu stratégique de réflexion, de dire: «OK, j'ai envie de faire ça» et de la conscience de soi aussi, du coup, de prendre conscience de ce qu'on a envie de faire sur le moment et de dire: «OK, j'ai envie de faire ça, mon élan, c'est de faire ça. Hop, je freine un peu et si je faisais autre chose?» Tout à fait et du coup, je pense que, voilà, il faut en effet, en revanche, il me semble, hein, pour, pouvoir y réfléchir sereinement, pouvoir prendre un temps de recul aussi avec d'autres personnes parce que, je ne sais pas si tu connais cette anecdote du baron de Munchausen, qui était, en train de se noyer dans un étang et qui se dit: «C'est pas grave, je vais me tirer moi-même par les cheveux pour, me sortir de l'étang» et qui donc est décédé, par noyade. Je crois que c'est hyper compliqué en fait d'analyser ce qui se passe dans notre salle, dans nos relations, en entretien, sans avoir, quelqu'un qui nous aide à le faire et c'est pour ça Ouais, que moi, je trouve que globalement, bien au-delà de la répartie, je pense que, il y a pas assez d'analyse de pratique, bien dans sûr. les établissements. Je trouve que les enseignants sont trop seuls et c'est pas possible en fait, seuls enfin je veux dire tous les cadres globalement, ont, la possibilité dès qu'ils ont une entreprise un peu, grosse en termes voilà d'effectifs, tous ont droit à un coaching quand ils veulent en fait Ouais. quoi, globalement. Moi je trouve qu'il y a plein d'enseignants ultra seuls et je trouve que c'est dramatique parce que c'est pas possible en fait de se tirer soi-même par les cheveux. Ouais.
Et en plus, la solitude, elle peut être là même quand on est entouré. C'est-à-dire que la bonne ambiance, la connivence, des fois, ça suffit pas. On peut se sentir soutenu parce qu'on nous tape sur l'épaule, mais si on n'a pas la personne qui vient nous extraire un peu de ce qu'on vit Tout à pour fait. pouvoir regarder les choses autrement, avec un autre regard, et parfois c'est un changement de perception sur les élèves, sur la situation, sur soi-même, sur ses capacités, qui permet de faire aussi ce 180 degrés. Absolument. Ouais, tu dis, on parlait donc de la répartie, et sur cette idée de répartie, donc c'est pas forcément en fait qu'on manque de répartie. J'ai bien aimé ce que tu disais au début, du fait que de toute façon, c'est normal d'être un peu séché sur le moment quand il arrive quelque chose d'inattendu, même si on sait qu'il y a toujours des choses inattendues qui arrivent dans une classe, de faire ce 180 degrés. Et qu'est-ce qui peut freiner? Qu'est-ce qui peut faire obstacle à ça? Heu, Plein de choses. C'est très dur de faire un virage à 180 degrés, en fait. mmh, Heu, D'abord pour des raisons de vision du monde, c'est-à-dire que quand on dit, il faut rire avec plutôt que d'essayer de faire taire leur rire, parce que c'est ça, en fait, le virage à 180 degrés. Il y a certains, enseignants pour lesquels c'est une démission, en fait. mmh. C'est quelque chose de l'ordre de oui, de l'abandon, en fait, de la mission, quoi, globalement. Donc ça peut vraiment freiner. Hem Et des fois, il y a des enseignants qui ont peur, en fait, hein, tout simplement. Donc je sais pas, moi, je travaille souvent, en élémentaire, par exemple, quand il y a des enseignants qui me disent, «Je n'en peux plus, en fait, j'en ai 3 là, je n'en peux plus». Enfin, je veux dire, ils sont très mignons, hein, mais ils sont insupportables. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence en train de courir partout, ils n'arrivent absolument pas à se concentrer, ils sont en permanence dans la lune, enfin et cetera, et j'arrive pas à les mettre au travail, et puis en plus ils déconcentrent les autres. Là où ils sont très mignons, c'est qu'ils disent: «Et les autres s'en plaignent». Oui, bien sûr, les autres s'en plaignent parce qu'ils voient bien que ça te fait plaisir, sinon ils s'en plaindraient pas, hein, globalement, mais bon, bref. Et donc je leur dis: «Ben, moi, je regarde ce qu'elles font, et la plupart du temps, elles essayent beaucoup de contenir». La contention est un mouvement global, hein, chez notamment en élémentaire, avec cette volonté, en effet, de contenir à la fois le bruit, à la fois, les mouvements, voilà, à la fois les comportements un peu intempestifs, avec, vraiment globalement, un résultat extrêmement négatif au niveau de la contention, voilà, efficace. Et donc je leur dis, je trouve que ce serait intéressant qu'on tente quelque chose qui serait vraiment à l'inverse de ça. C'est-à-dire que, par exemple, on définisse un lieu dans la classe où, qui serait la tente de la déconcentration, par exemple. Vraiment un lieu où les gens, quand ils sont trop déconcentrés, ils y vont pour se déconcentrer tranquillement, parce que, voilà, parce que c'est plus agréable, parce qu'on va mettre des choses dedans où on peut, soit regarder des étoiles, soit, j'en sais rien, enfin faire ce qu'on veut, mais en tout cas, être dans la lune, Mmh. quoi. Hem Ouais, et j'entends. donc je leur dis j pardon. Oui, vas-y. Non, je disais, j'entends, oui, cette volonté de contenir, et aussi de contrôler. Tu parlais des peurs juste avant, et je pense qu'une des peurs, c'est cette peur de perdre le contrôle. Cette peur de perdre, le contrôle des comportements, du déroulement de la journée, et de tout ce qui s'ensuit, parce qu'après on pourrait venir nous reprocher de, ne pas avoir, été au bout de ce qu'il fallait faire. Sachant que la plupart du temps, quand elles viennent, c'est le cas, hein, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à aller au bout. Elles sont déjà dans cet échec-là, hein, on est bien Mmh. d'accord, hein, donc Ouais. c'est ça qui est étonnant, en fait, comme peur. Et donc là, en l'occurrence, donc moi je leur dis, donc ce qui est hyper intéressant, c'est que dès que vous voyez un des gamins se déconcentrer, vous lui dites: «Tiens, est-ce que tu veux aller dans la tente de la déconcentration?» Mais il faut surtout pas que ce soit, punitif, hein, il faut que ce soit juste, on a tous le droit de se déconcentrer à un moment donné. C'est très bon d'aller dans la lune, hein, c'est très bon pour la santé mentale, voilà. Et donc je leur dis, donc il faut commencer plutôt par les bons élèves, qui se déconcentrent peu, pour que ce soit toujours les mêmes. Et la quatrième personne qui doit aller à qui on propose d'aller dans la tente de la déconcentration, je pense que c'est la maîtresse elle-même qui doit dire: «Excusez-moi, là, j'ai vraiment besoin de me déconcentrer parce que là, je j'arrive plus à me concentrer. Donc je vais dans la tente et je reviens». Donc elle m'avait envoyé une photo d'elle, on voyait ses pieds qui sortaient de la parce qu'elle avait pris plutôt une petite tente, donc c'était extrêmement drôle. Mais ce qui était mignon, c'est que quand elle sort de la tente, les gamins, ils disent: «Ça fait du bien, hein, maîtresse?» Donc ils étaient très, très satisfaits. Et avant qu'on mette ça, donc moi je regarde bien entendu les peurs. Elle me dit: «Non mais c'est pas possible» et tout ça. Et en fait, elles, ce dont elles avaient peur, et c'est extrêmement souvent le cas,
c'est qu'elle disait: «Si on fait ça, ils vont tous vouloir y aller». Et Ouais, donc là, ça rejoint ce que tu disais, une espèce de perte de contrôle globale. Donc c'est-à-dire qu'elles ont extrêmement peur de l'anarchie absolue et tout ça. Et je leur dis: «Ben, on va faire une liste d'attente». C'est-à-dire qu'on va, voilà, on va mettre en place une liste d'attente en disant: «Bah, s'il y a beaucoup de monde qui veut y aller, on ira chacun 5 minutes». Mais quand même, il y a, comme tu le dis, cette espèce de perte de contrôle du territoire, en fait, hein, ouais, globalement. Le problème, c'est que, pour moi, c'est un peu comme du sable fin, dans leurs mains. C'est-à-dire que plus elles ferment et plus le sable s'échappe et que donc un 180°, ça consiste, en effet, à laisser libre cours, à quelque chose qui, au fond, est, relativement peu problématique. La déconcentration, c'est pas grave, en fait. On en a fait quelque chose de très grave et à mon avis, on l'a aggravé beaucoup. ouais, Donc il peut y avoir des peurs, l'impression d'une démission, hem, mais c'est souvent ça. C'est souvent soit des émotions qui empêchent, soit des visions, du métier, en fait, hein, voilà, qui empêchent. ouais. D'où l'intérêt de pouvoir prendre ce recul, et qu'on ne peut pas prendre forcément tout seul et de pouvoir, aller regarder ça autrement et prendre conscience de ces obstacles-là. Là, on était pas mal sur, la répartie, en tout cas ce dont on pourrait avoir besoin en classe et par rapport aux parents, par exemple, ou enfin aux adultes, je pense aux parents et aussi aux collègues. Tu as évoqué, les petites remarques en salle des maîtres tout à l'heure. Hem, Qu'est-ce que tu aurais à dire sur, voilà cette répartie-là dans ces situations-là? Mais en fait, globalement, encore une fois, hein, bien entendu, tu l'as compris, chaque cas est infiniment différent. Donc, ce qui est assez puissant avec l'école de Palo Alto, c'est qu'elle va scanner, la situation, en elle-même avec, un certain nombre de questions et ensuite elle va nous permettre, de formaliser quelque chose d'opérationnel. Mais on ne donnera jamais la même chose à 2 Bien enseignants, sûr. différents, en fait, hein, puisque tout ça est infiniment particulier. Globalement, je trouve que, en tout cas moi, ce qui m'est amené, en analyse de pratique et en consultation, ce sont également des escalades symétriques avec les parents, heu, avec en gros, une espèce de truc où, donc déjà le parent est convoqué, donc déjà, ça n'est pas très agréable en termes de posture parce qu'on n'est jamais invité en fait. Enfin en tout cas dans l'esprit, on a l'impression qu'on est convoqué. Donc là déjà, pour des parents qui par ailleurs ont souvent déjà été convoqués, donc ils sont déjà dans une posture de, «Je vais pas me laisser faire», quoi. Ce qui nous excite, nous enseignants évidemment, on se dit: «Non mais attends, c'est bon quoi». Je veux dire, c'est son gamin qui, bordélise ma classe et l'autre il arrive et il fait Ouais. genre c'est moi la victime quoi. Et donc là, souvent l'enseignant, il sent ça parce qu'il sent l'implicite, donc il commence à dire: «Voilà, je vous ai convoqué parce que le comportement d'Émilie est très problématique, extrêmement délétère». Heu, donc voilà, première re attaque et là je leur dis: «En fait, il y a quelque chose que vous oubliez quand même, c'est que vous êtes en train de parler de la prunelle de leurs yeux à des gens, Mmh. en fait». Donc c'est fascinant, en fait, cette, capacité à dire du mal, des enfants à leurs parents. À quel moment vous pensez qu'ils vont le prendre, en fait? Enfin, je veux dire, alors que le virage à 180° qui consiste de façon assez globale à commencer l'entretien en disant, «Bah, écoutez, je suis très contente de vous voir parce que j'ai beaucoup d'affection pour Émilie, énormément d'affection». Là, les parents, ils se taisent, ils écoutent, en fait, parce que Ouais. personne leur dit ça jamais. Parce qu'on a ce vieux truc, je sais pas d'où ça vient, hein, je sais pas, de Charlemagne, je pense, je ne sais pas, non. Non, mais enfin, en gros, qui dit, «On n'est pas là pour les aimer et tout», c'est parfaitement Mais juste. Mais en même temps, moi, je crois beaucoup à l'affection dans les relations, pédagogiques, dans les relations même thérapeutiques. mmh. Je crois que si on n'a pas d'affection pour les gens, on a du mal, en fait, à les faire progresser, à voilà, à faire alliance, parce que l'idée, c'est quand même de faire alliance avec les parents, hein, globalement. C'est important de le Heu, rappeler parce que je pense que ça crée aussi parfois une sorte de dissonance qui empêche de se positionner. C'est-à-dire qu'en plus, quand on est quelqu'un qui est, justement dans cet affect, mais qu'on se dit qu'il ne faut pas le montrer, qu'il ne faut pas le manifester, qu'il ne faut pas l'avoir et qu'il faut absolument se positionner de telle et telle manière pour, asseoir son autorité et ben, exact. c'est encore plus difficile à porter et à assumer. Mais surtout les gens nous trouvent très bizarres, Mmh. absolument, parce qu'on n'est pas du tout, on n'est pas du tout congruents, quoi, en fait, hein, donc j'avais une petite comme ça, une petite enseignante, parce que moi j'ai fait pas mal de cours à l'INSPE, avec des jeunes enseignants donc d'élémentaire et
Et elle me disait que sa tutrice lui avait dit à un moment donné, donc ce que tu viens de dire là, pour tes moyennes sections de maternelle, là, il faut tout de suite que tu sois, Ouais. bien autoritaire parce que toi, tu as quand même tendance à être un peu un gros chamallow, donc et il faut vraiment que, tu souris pas, je pense. La première journée, je pense qu'il faut pas que tu souris parce que toi, tu as un sourire comme Ouais. ça très, On entend trop souvent en ça. effet, la gamine, elle était hyper souriante. Donc tu sa tête pendant, toute la journée et du coup, les gamins se sont dit: «Elle est trop bizarre, quoi, la Bah oui, maîtresse», et donc c'est pas bien passé dès la première heure, quoi, en fait. ouais. Donc ça commence comme ça et là, alors donc si en effet, le parent est un parent habitué des convocations, il va dire, «Ah bon? Mais c'est très bizarre parce que l'an dernier, ça se passait très bien». Alors que vous savez très bien qu'ils mentent, en effet, parce qu'ils veulent pas vous donner raison, parce qu'on remonte sur cette nouvelle échelle, quoi. L'échelle, Exactement. Et donc, je dis également aux adultes que je reçois en consultation et qui se plaignent de façon, voilà, tout à fait intense, on va dire des enseignants de leur enfant. Je leur dis: «Moi, je suis navrée, mais expliquer à quelqu'un, comment il doit faire son métier, vous pouvez pas espérer que la personne soit contente parce que si moi, je venais, dans votre bureau et que je vous disais: «Voilà, je ne suis pas très satisfaite de la façon dont vous travaillez, je vais vous expliquer un peu comment faire», vous me diriez: «Mais, vous dégagez en fait» et vous auriez raison. Donc c'est très bizarre, enfin, je veux dire, ouais. de vouloir expliquer son métier à quelqu'un. C'est quand même le seul métier, à qui on fait subir ça, quoi, globalement, avec entraîneur de l'équipe de France de foot, mais sinon c'est les 2 seuls métiers, je crois. Et du coup, je leur dis en plus le problème c'est que, quand vous êtes comme ça, en escalade symétrie, c'est-à-dire que vous essayez de prendre le pouvoir dans la relation, parce que c'est ça en fait l'idée, c'est prendre le pouvoir de la relation. Hem, Vous déclenchez donc, chez les enseignants des choses, tout à fait intenses également, hein. C'est-à-dire que c'est typiquement, vous êtes typiquement les parents dont ils disent en salle des profs, «Non mais ils sont complètement dans le déni, de toute façon laisse tomber. Comment veux-tu qu'il aille bien en même temps tu as vu sa mère?» Voilà, enfin bon, donc ça vraiment, enfin c'est logique. Et il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que les enseignants sont des êtres humains, donc quand vous les avez beaucoup agressés, que vous avez beaucoup essayé de prendre le pouvoir, bah, quand ils voient votre gamin, ils vous voient vous, et donc ça ne peut que mal se passer. Mmh. Donc moi, je travaille beaucoup, vraiment avec les 2 parties, parce que les 2 parties qui viennent, en consultation, à faire redescendre au fond, cette escalade. Ouais. Ouais, c'est vraiment toujours ce principe de pas monter à l'échelle qu'on nous pose devant C'est et très souvent le cas, voilà et c'est très sou de rester dans une posture et de réussir à prendre le recul, de la maîtrise là sur le moment pour pouvoir ne pas grimper à l'échelle. oui, en tout cas, se voir faire et puis Ouais, ensuite prendre le recul, pour y réfléchir. Alors attention, il y a pas je le disais, hein, il y a pas de mode d'emploi, il y a pas que des escalades symétriques, hein. Il peut y bien avoir des sûr. escalades complémentaires. Les escalades complémentaires, c'est, tout à coup un enseignant qui perd complètement pied, face à un parent ou face à un enfant ou face à une classe, et qui se soumet de plus en plus, en faisant rien, en essayant d'arrondir les angles, en négociant des choses, en essayant d'être apprécié, en fait, de tout le Mmh. monde. Ce qui peut créer une souffrance, énorme parce que de l'autre côté, les gens se mettent de plus en plus en En position surplomb, ouais. d'emprise, en fait, ouais, de surplomb. Et j'ai eu des cas comme ça aussi. Donc mais en tout cas, l'école de Palo Alto, pardon, mais en tout cas, l'école de Palo Alto donne des outils pour décoder, au fond, ce qui se passe. Mmh. Ouais et ce que j'aime bien aussi dans l'approche, c'est le fait de parler de relations, ce qui me permet de prendre un peu de recul avec tout le reste autour et de se dire: «OK, comment je me positionne en fait dans cette relation?» et de prendre conscience, tu parlais de se voir faire et de se voir, de regarder un peu quelle place on prend dans la relation et qu'est-ce qu'on veut aussi pour cette relation. Parce que du coup, ça permet Absolu aussi de faire des choix, un peu en conscience, quoi. Absolument, choisissons nos combats. C'est-à-dire qu'il y a oui, on peut très bien être en escalade symétrique avec certains, mais avec tous, ça devient un peu épuisant, quoi. Enfin, je veux dire, Donc ça, c'était pour les parents. Tu as parlé tout à l'heure de l'anecdote là en salle des maîtres, en salle des profs, avec, le collègue qui dit: «Ben, je comprends pas, avec moi ça se passe très bien». C'était quoi l'issue là, non, que mais tu aurais c'était pour dire que proposé? des fois, on n'est pas très sympa avec ses collègues, mais moi, j'ai vu des choses beaucoup plus graves, hein, j'ai vraiment vu notamment des jeunes enseignantes,
heu, se retrouver alors pour le coup dans une escalade complémentaire avec, un binôme, beaucoup plus ancien dans l'école qui maltraitait, la jeune devant les élèves, devant les parents, qui reprenait reprenait chaque fois qu'elle faisait quelque chose, oui, il faisait des remarques du genre: C'est pas possible qu'elle vous ait dit ça», enfin, c'est quand même, vraiment extrêmement problématique, en fait, en termes de légitimité, surtout pour une jeune enseignante qui forcément enfin moi j'ai la chance d'en suivre, dès tout jeune, je les vois, mais c'est des bébés, quoi, enfin, c'est des bébés, donc c'est quand même, d'une violence extrême, et donc vraiment là, pour le coup, ça va être quelque chose qui est plus de l'ordre de la répartie pour, rééquilibrer cette escalade complémentaire et reprendre le pouvoir, dans la relation en, voilà, en disant quelque chose qui va à la fois faire preuve un peu d'autodérision, parce que moi je crois beaucoup à l'autodérision. Je crois que l'autodérision, c'est quelque chose de très puissant en fait en termes d'outils et puis quelque chose d'un petit peu, désagréable pour, cette vieille personne qui, la mettait en difficulté. Donc il peut y avoir des choses comme ça, quoi. Et puis Ouais. aussi, il peut y avoir, des problèmes avec, le personnel de direction, hein, ça arrive aussi, mais comme dans toute organisation, oui. En tout cas, ce que je retiens là, c'est cette idée de se dire que déjà c'est on n'a pas un problème de répartie, intrinsèque et que c'est normal dans certaines situations de ne pas trouver ce qu'on a à dire, que parfois, eh ben, c'est aussi, utile de ne pas forcément, trouver tout de suite et ne pas forcément dire. De pouvoir réussir à se voir faire pour pouvoir, ralentir son élan et réfléchir de manière un peu créative, surprenante à ce qu'on pourrait faire, complètement autrement. Et puis la nécessité d'avoir un espace aussi pour prendre du recul et de se dire que j'ai l'impression que ça fonctionne un peu comme un entraînement. C'est aussi le fait de s'imaginer ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait faire, qui va nous équiper au final pour ce qu'on fera la prochaine fois, qui sera peut-être pas exactement, ce qui était prévu, mais qui dans l'esprit en tout cas changera l'intention, et l'intonation de ce qu'on fait. Absolument, c'est absolument ça, exactement. Ouais. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose que tu aurais envie de dire aux profs, Non, plus que ce sont mes héros, mais sinon mais ça, ils le savent parce que je le dis à chaque fois donc moi voilà, moi je considère que vraiment, s'il y a une population, dont il faut prendre soin, c'est les enseignants et je trouve que c'est pas le cas, donc je suis extrêmement agacée, globalement. Mmh. Et je trouve que pendant longtemps, le le terme même de souffrance des enseignants ou de souffrance enseignante, ça a été un tabou, mais je trouve que c'est pas encore complètement, Ouais. modifié, c'est pas encore exactement pensé, quoi. Et je pense que c'est vraiment, très systémique. C'est-à-dire que cette souffrance-là, elle a des impacts, délétères, partout, par définition, quoi. Pour les enseignants et c'est déjà problématique, mais, pour tout l'écosystème autour, quoi, évidemment. Ouais, exactement. Ben, vraiment merci, merci pour, cet échange. Hem, il y a un podcast que les gens peuvent écouter, le podcast de l'équipe de À 180° qui s'appelle, «Si j'avais eu Palo Alto». En 2 mots, comment tu le présenterais ce podcast pour, donner envie d'aller l'écouter? Ouais, donc c'est un podcast que j'adore, mais je ne suis pas objective. Oui, c'est, en fait, les gens de mon équipe qui, à un moment donné, partent d'une situation qu'ils ont vécue, alors qu'ils ne connaissaient pas l'école de Palo Alto et qu'ils ont donc du coup géré d'une façon, qui n'a pas fonctionné et puis ils reviennent dessus, ils se disent: «Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent?» et notamment, je crois que c'est l'épisode 3. Il y a un enseignant, qui explique au fond, une des situations dans lesquelles il s'est trouvé et comment il aurait fait différemment. Donc c'est assez intéressant parce que c'est très incarné, et puis ça montre en effet, ça montre comment on peut utiliser les outils de l'école de Palo Alto. Super, merci. Ben, je mettrai tous les liens pour pouvoir le retrouver, dans la légende de l'épisode. En J'ai écrit un livre pour lequel j'ai vraiment une affection, certaine, parce que j'en ai écrit une quinzaine et celui-ci vraiment je suis très attachée. Ça s'appelle «Comment ne pas être un prof idéal». mmh. Et ça reprend en effet pas mal de situations en effet comme celle dont on a parlé, aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai conseillé à une de mes coachées, le faire son 180 degrés et qu'elle a adoré et je trouve que c'est aussi intéressant d'aller lire, en fait, d'autres situations hors, situation de prof parce que ça permet aussi de faire des transferts et aussi de regarder les choses différemment et de se dire: «OK, en fait, finalement, ce que je vis
dans mon quotidien de prof. On peut le retrouver, ailleurs et ce que les autres vivent ailleurs, ça peut aussi venir enrichir ma réflexion, ma créativité justement pour pouvoir faire, mon 180° à l'école, en salle des profs, dans ma classe ou avec les parents. Eh bien, un énorme merci Emmanuelle pour m'avoir offert de ton temps et pour cet échange. Vous retrouverez en légende de l'épisode tous les liens du podcast Si j'avais eu Palo Alto et des 2 livres d'Emmanuelle cités, Comment ne pas être un prof idéal et Faire son 180°. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à échanger avec Emmanuelle Piquet. Et si vous aimez le podcast, pensez à lui laisser une petite note ou un commentaire là où vous l'écoutez car c'est ce qui lui permet de grandir. Si vous avez besoin d'un coaching pour avancer sur le plan professionnel, vous savez où me trouver sur mestrucsdecoach.fr/contact ou /newsletter ou /kiffe ta vie de prof ou /kiffe tes vacances selon ce que vous cherchez. Et moi, je vous retrouve très vite pour l'épisode 200 du podcast. Et oui, 200 épisodes déjà depuis 2019. Et d'ici là, eh bien, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.